Buenas tardes, en esta sección de conversaciones en la biblioteca de la Fiesta de la Lectura, que en esta edición virtual tiene la forma de conferencias por YouTube, invitamos a especialistas de distintos ámbitos de la cultura y las humanidades a pensar la biblioteca del siglo XXI. En esta ocasión, Françoise Baquet va a ser nuestra oradora invitada. Ella nació en la ciudad de Perpignan, Francia, y es una de las mayores especialistas en historia intelectual francesa, directora de la investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica. En 1999 se le otorgó el premio Augustin Thierry por su libro en latín o El Imperio de un siglo. Ha publicado, entre otros libros, El orden material del saber, en 2015, Una historia emocional del saber entre los siglos XVII y XXI, en 2019, y de reciente traducción al castellano por la editorial Ampersand de Argentina, Hablar como un libro, la oralidad y el saber entre los siglos XVI y XX. En su primer libro traducido en nuestro país, se propuso reflexionar sobre la oralidad, el habla y su rol en la circulación del conocimiento y en la conformación del discurso intelectual y cultural. Y en el marco de la Fiesta de la Lectura va a dictar una conferencia que lleva el nombre La oralidad en el mundo de los libros. Lo dejamos con ella, muchísimas gracias. S'il vous plaît. Donc, je peux commencer donc ma conférence. Donc, ma conférence a pour titre « La parole dans le monde des livres ». Ce titre renvoie aux deux grands modes qui ont été et qui sont ceux de la production et de la transmission du savoir dans le monde scientifique auquel je me tiendrai. C'est celui que je connais, celui que je fréquente, c'est le mien. Ce titre pourrait être plus précisément « Sacralité du livre et règne de la parole dans l'université » afin d'alléguer des réalités et des croyances qui ne sont pas sans inspirer certains des grands équilibres de ce milieu. L'université est nul doute partie intégrante de la galaxie Gutenberg et elle a fortement contribué à son expansion. Au début des années 1960, il a été établi que la production scientifique dans les 3 siècles précédents avait doublé tous les 10 à 15 ans. Plus que du livre lui-même, cette croissance a été le fait de son dérivé, le périodique, qui apparu dans la seconde moitié du XVIIe siècle, a connu un succès jamais remis en cause. Un succès ces dernières années exponentiel, alors que l'augmentation de la population scientifique, l'invention de nouveaux champs de recherche, l'hyperspécialisation, l'interdisciplinarité ont amené à la création de nouveaux titres. Dans le monde scientifique, le triomphe de l'imprimé est incontestable et il le reste. Il ne se donne nulle part mieux à voir que dans ces palais de la science que sont les bibliothèques, monuments anciens et modernes, abritant des millions de documents. Encore ces dernières années, sont venues s'ajouter les ressources électroniques, accroissant démesurément la matière à lire. Aussi impressionnantes qu'elles soient, ces réalités ne suffisent pas à dire toute l'importance du livre dans l'université. Son importance ressort encore du statut qui lui a été dévolu. Le livre symbolise à lui seul une vie académique. La liste des publications est l'étalon d'une carrière. Un livre, la thèse, marque à l'instar du chef-d'œuvre artisanal la fin de l'apprentissage. On entre dans l'université grâce à un livre et c'est souvent, depuis la fin du XIXe siècle, un autre livre, le recueil de mélange en l'honneur, je crois qu'en espagnol c'est Estudios in Honore, c'est donc ce livre qui marque le couronnement ou le terme de la carrière universitaire. Rien d'étonnant donc à ce que le livre soit devenu l'emblème du monde universitaire. Les portraits de professeurs, de chercheurs ne manquent pas, qui, quelle que soit leur discipline, ont été représentés un livre à la main ou posant devant un fond de livre. Et en ce moment, je parle devant ma bibliothèque. Rien d'étonnant non plus à ce que le livre ait fait l'objet d'une sacralisation dans le monde universitaire. C'est là peut-être
que le respect sacré pour le livre, l'expression est de l'historien Lucien Febvre, donc ce respect sacré a été porté au plus haut point. C'est de l'université, que sont venues les interrogations les plus inquiètes face à ce concurrent qu'aurait représenté Internet. Il fut un temps, pas si lointain, où des chercheurs craignaient de publier électroniquement comme valant moins. Si cette crainte s'est estompée, tenir entre ses mains le livre publié est plus qu'une satisfaction. La sacralité dont le livre a été investi dans l'université ne se donne nulle part mieux à voir que dans cet exemple historique qu'est la cérémonie du doctorat sous l'Ancien Régime. Le nouveau docteur prêtait serment sur un livre. Bien plus, dans ce moment de passage où il devenait l'égal de ses maîtres, ce livre lui transmettait un avertissement solennel. Le livre était successivement ouvert, puis fermé. Par ce double mouvement, on invitait le nouveau docteur à ne pas négliger l'étude à l'avenir, livre ouvert, avant de lui rappeler que tout le savoir n'est pas contenu dans les livres fermés. Ainsi, l'université, lieu éminent de sapience, disait dans un rituel les limites des livres et elle invitait les meilleurs de ses enfants, nouveaux docteurs, à recourir aussi à d'autres moyens dans la quête du savoir. Ces moyens ont leur dénominateur commun dans la parole, celle des maîtres ou des pairs. L'université participe de plein droit à la civilisation de l'imprimé, cela ne fait aucun doute. Elle n'allègue pas moins une civilisation orale, fondée qu'elle est aussi sur la parole. C'est cette civilisation que j'ai essayé de retracer dans mon livre « Parler comme un livre », qui vient d'être publié en traduction espagnole, « Hablar como un libro », par les éditions Ampersand. Je les remercie vivement de donner un nouveau public à mon travail et ainsi de le faire lire plus largement. Au fil du temps, l'université a inventé et adapté de multiples formes d'oralité qui font aujourd'hui une grande partie de sa vie quotidienne, même si on ne s'en rend pas toujours bien compte. Il en ressort un paysage oral aussi dense que diversifié. Les cours, les séminaires, les congrès, les colloques, les conférences en sont les formes majeures qui se sont instaurées au fil du temps. Tout cela a une histoire. La leçon, elle, a une longue histoire, déjà bien nourrie au Moyen-Âge, et cette histoire s'est poursuivie et se poursuit encore en dépit d'attaques qui, à des moments, par exemple en France en mai 68, ont été lancées contre le monologue de la leçon magistrale. Viva vox docet, l'expression latine, la voix vivante, c'est-à-dire la parole qui sort de la bouche du professeur qui enseigne, eh bien, cette devise pourrait être mise à l'entrée de toutes les salles de cours. Le séminaire, lui, est apparu en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Il a connu un prodigieux développement dans ce pays au siècle suivant, avant de gagner tout le monde occidental. Les congrès scientifiques, eux, sont une invention du XIXe siècle, une invention à succès, puisque déjà au début du XXe siècle, on en déplorait le trop grand nombre. La croissance n'a fait que se poursuivre. Elle a été aussi celle de la taille des réunions, atteignant les centaines, voire les milliers de participants, tout particulièrement pour les congrès, par exemple, de sciences biologiques. Parmi les records, je citerai, je crois que c'est quand même le plus gros record, je citerai le meeting annuel à Chicago de la Radiological Society of North America. En 2019, on compta 49 000 présences, dont 24 000 professionnels. C'est vraiment un congrès monstre. Parler fait partie non seulement de la vie professionnelle, des maîtres, des professeurs, mais c'est aussi le fait des étudiants présentant des exposés, posant des questions et ici diversement, suivant les pays.
Les étudiants posent plus de questions aux États-Unis, par exemple, qu'en France. Parfois aussi, ces élèves doivent parler lors des examens pour manifester leur savoir, au fil du temps pour valider des diplômes et un jour pour soutenir leur thèse devant un jury de professeurs. Les formes orales sont donc nombreuses et la multiplication des réunions ou l'importance des auditoires donne la mesure de leur succès. Bien plus, ce rapide inventaire que je viens de faire montre que ces formes, loin de se réduire au cours du temps, se sont multipliées. Des formes anciennes ont subsisté, la leçon, et des formes nouvelles sont apparues, le congrès par exemple, en prise avec la demande sociale et l'évolution du savoir. De plus, il est frappant de voir comment au fil du temps, des formes de la parole en ont généré d'autres. Je donnerai un seul exemple, qui est celui du congrès ou du colloque. Le congrès se décline en congrès internationaux et non, sans parler de cette forme similaire, mais plus restreinte, qu'est la journée d'études. De la forme colloque sont sorties deux créations originales liées à des insatisfactions ressenties par les participants. Et ces insatisfactions, c'était le peu de discussion. La première de ces formes, c'est la Small Conference. La Small Conference est apparue à la fin des années 1930 et elle consiste en un groupe restreint de participants venant de disciplines ou de sous-disciplines diverses et qui se réunissent sur un sujet commun et ils procèdent là suivant le mode de la discussion libre. Et dans sa forme idéale, la Small Conference ne conduit à aucune publication collective, l'échange de paroles joue à plein. La seconde création originale, c'est la session poster. Elle est apparue dans un colloque international de biochimie en 1970 et elle s'est surtout développée à partir des années 1985 et suivantes. Et ce fut avec un succès absolument éclatant. Le poster constitue depuis quelques années déjà la forme majeure de communication dans nombre de rencontres scientifiques et il est même des réunions qui sont quasiment exclusivement composées de posters. Le poster est, comme son nom l'indique, une affiche sur laquelle un chercheur ou une équipe présente les résultats d'une recherche sous forme de brefs éléments textuels et visuels. Les posters sont affichés sur des supports avant la session proprement dite et ils peuvent être vus par le public. Lors de la session, le ou les auteurs qui sont aux côtés de leur poster en soulignant 2-3 minutes le ou les points forts et répondent brièvement à des questions. Au-delà de cet échange en session, la discussion a pu commencer en amont et elle peut se poursuivre en aval entre les auteurs et les participants, mais aussi entre des participants qui se rencontrent devant une de ces affiches et se mettent à parler ensemble. Cette libre discussion, non bornée dans le temps et selon une modalité moins intimidante, surtout pour les jeunes chercheurs, que de monter à la tribune, eh bien cela a fait le succès du poster. La modalité permet aussi aux organisateurs d'inclure bien plus de participants que avec les communications traditionnelles. Et cela a été très important au moment où la population scientifique explosait et on peut ainsi donner à de jeunes chercheurs une occasion de présenter leurs travaux. Les posters qui avaient commencé à percer dans les sciences de la vie ont largement gagné, sauf exception, les autres disciplines des sciences dures, avant très progressivement de gagner les sciences humaines et sociales, et d'abord cela a été la psychologie et les sciences de l'information. Ce rapide inventaire des formes d'oralité, et encore on pourrait ajouter toutes les séances des sociétés savantes, des académies, etc. Ce rapide inventaire permet d'esquisser un paysage oral des plus riches et variés qui se densifie encore lorsque l'on prend en considération tous les échanges informels.
les entretiens privés, les conversations à bâton rompu, les échanges planifiés avec un rendez-vous pour discuter d'un sujet précis, ou bien les rencontres imprévues, les discussions imprévues au hasard d'une rencontre dans les couloirs de l'Institut, à la bibliothèque ou devant la photocopieuse ou la machine à café encore. On n'oubliera pas aussi que la vie quotidienne du laboratoire est une vie faite de multiples échanges de paroles, souvent minimes, mais pour autant essentiels, par exemple quand on fait une manipulation. De ces multiples actes de parole, et ce ne sont pas de grands discours, on entend l'écho dans les remerciements placés en tête d'un ouvrage ou d'un article. Ces remerciements qui maintenant sont devenus de plus en plus longs. Ces remerciements sont parfois pour l'auteur d'un écrit l'occasion de rappeler, au titre des multiples dettes qu'il a contractées tout au long de sa recherche, de rappeler les entretiens avec des autorités ou des experts, des conversations entre collègues qui ont suggéré des pistes ou des idées. Autant de circonstances qui donnent à voir l'oralité à l'œuvre et le rôle de la parole à son meilleur dans la communication aussi bien que dans la production du savoir. En additionnant ces occasions de multiples conversations aux formes orales qui ont été recensées et décrites, nul doute, le monde intellectuel est bien un univers de langage. Et ce n'est pas prendre de grands risques que d'avancer qu'un chercheur parle plus qu'il l'écrit ou ne publie. Et cela vaut aujourd'hui à l'ère de l'ordinateur. À l'évidence, l'oralité n'a pas disparu du monde savant avec l'avènement du livre imprimé, comme le laisserait penser une histoire évolutionniste des techniques avec la dernière arrivée chassant la précédente. Au contraire, l'observation historique montre que la parole a persisté et qu'elle s'est grandement diversifiée. Dans ces actualisations, l'oralité peut être pure, c'est le cas de la libre discussion ou par exemple d'une question posée dans un colloque. Le plus souvent, l'oralité est mixte, c'est-à-dire qu'elle prend appui sur de l'écrit, quelques notes sur un papier, un texte rédigé ou bien le PowerPoint qui est affiché, projeté. Ainsi, l'écrit sert la parole. Un exemple majeur est fourni par le poster auquel je reviens. Donc, le poster est une affiche, donc la composition s'est au fil du temps graphiquement perfectionnée. Aujourd'hui, les posters ne sont plus comme dans les débuts, des feuilles A4 punaisées plus ou moins adroitement sur un support. Et il est des affiches qui sont des productions de haute qualité, tant graphiques qu'intellectuelles. Cette affiche, que l'on pourrait qualifier d'écriture exposée, a pour but de stimuler la parole de ceux qui la voient, qui la lisent et qui sont intéressés. Elle est au service de la parole. On peut dire que c'est une affiche faite pour parler. Ce qui vaut aujourd'hui encore pour des posters devenus électroniques, leur lecture sur l'écran se poursuit par la discussion de personne à personne ou bien dans un groupe. Comme l'écrit, l'oralité obéit à des codes et des normes qu'il convient de maîtriser, non seulement afin de réaliser une bonne performance, mais aussi afin de contribuer à la bonne communication du savoir. Et en cela, l'oralité a suscité des produits aussi divers que sophistiqués, et rien n'interdit d'y voir de véritables genres dans l'acception que l'histoire littéraire a donnée à ce terme. Comme il est des genres écrits, il est des genres oraux. Un schéma. Revenons au colloque. Un schéma qui admet bien des variantes s'est fixé très tôt dans les congrès de quelque importance et ce schéma organise la parole congressiste. Ce sont des discours d'ouverture et de clôture, des séances plénières et de sections que l'on appelle maintenant panels, et les panels, ou ces séances de section, maintenant sont en nombre croissant. De façon assez générale, les séances plénières sont réservées à des conférences
faites par des savants distingués ou à des rapports sur le travail des sections. Les sections, elles, comprennent des communications qui sont suivies d'une discussion plus ou moins longue ou écourtée, discussion qui, dans les premiers temps, n'existait pas. Au début de leur création, les congrès étaient une suite de monologues. Des règles explicites sont parfois données, telles des dispositions qui établissent les limites temporelles de tel ou tel acte de parole, qui constitue une sorte d'unité de temps. Ainsi, les communicants à des colloques doivent se tenir en un temps qui leur est rappelé par les organisateurs, et à défaut, c'est le temps moyen pour cette pratique. L'orateur respectera le temps fixé sous peine de générer une impression peu favorable, et s'il le dépasse de trop, on ne l'écoute plus et il court le risque d'être interrompu. Ces durées fixées ou recommandées peuvent varier suivant les pays. Ainsi, pour les colloques, le temps de parole est plus généreux en Italie qu'en France. Ces durées varient aussi suivant les disciplines. En effet, dans les sciences de la vie, par exemple, c'est de 10-15 minutes, voire moins. En sciences humaines, en histoire, en France, par exemple, c'est une demi-heure et parfois légèrement plus. Les séminaires sont tout autant réglés dans leur durée comme dans leur découpage interne autour du schéma de base qui, en général, est présentation d'un exposé suivi d'une discussion. Il est une modalité qui se développe dans les séminaires, du moins en France, mais en Italie, je sais que c'est pareil aux États-Unis aussi. Le texte de l'intervenant circule à l'avance et celui-ci se limite à une brève présentation, puis répond pendant un temps long aux questions de l'auditoire et d'abord, parfois, à ces personnages d'oralité que sont les discutants. Des règles sont donc à l'œuvre, explicites ou implicites, régissant l'économie de la parole savante et donnant au grand style du monologue, du dialogue ou de l'entretien la pluralité des formes que l'on connaît aujourd'hui, du cours à la table ronde, par exemple. L'armature de règles qui sous-tend l'oralité dans le monde savant, l'apprentissage qu'il faut en faire, même si on ne s'en rend pas compte, amène à souligner l'inconsistance d'une opposition savant-populaire où écrit égale savant et populaire et oralité égale populaire. Il n'en est rien. L'oralité n'est pas à un degré inférieur par rapport à l'écrit, par rapport au livre, qui apparaîtrait comme une sorte de dépassement, d'accomplissement, de perfectionnement. Et l'oralité est d'autant moins inférieure quand on écoute ce que les personnes s'interrogeant sur le meilleur moyen de communiquer le savoir ont dit. Bien des chercheurs ont tranché en faveur de l'oral et fourni des raisons à l'appui. Ces avis ne sont pas des avis d'ordre théorique ou abstrait, mais ce sont des avis correspondant à des questions vraiment pratiques pour des buts de transmission et de production du savoir. Et la question sous-jacente dans ces remarques, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux, écrire ou parler? Et des comparaisons ainsi ont été faites, par exemple, entre le cours et le manuel. Elles ont tourné à l'avantage de la parole. Ainsi, le manuel a été présenté comme le maître mort et le professeur comme le livre vivant, et cela a été dit par un gros faiseur de manuels, Albert Mallet, des fameux Mallet et Isaac en France. Des comparaisons entre oral et écrit ou imprimé se font au moment de la mise en texte de leçons, de conférences, de communication à des colloques, donc quand on va publier ce qui a été d'abord de l'oral. L'avantage d'une diffusion large et pérenne du livre est contrebalancé par le constat du manque et de la perte, ceux d'une voix entendue, d'une présence et aussi d'une pensée en acte. C'est ce que signifiait
Fernand Braudel, le grand historien français, quand il s'opposa à la publication que l'on pourrait faire des enregistrements des 23 ans de cours qu'il avait fait au Collège de France. Et voici ce que Braudel disait. C'est impubliable. Je veux par testament qu'on brûle tout parce que ce qui est une pensée vivante dans l'expression orale se perd. Et son collègue, Roland Barthes, était du même avis. Barthes voyait dans le séminaire, et c'est assez beau, un savoir qui court en dehors des livres. Et Barthes s'accordait donc avec Braudel en assimilant le travail éditorial à la toilette du mort. Dans le passage de la parole du séminaire à l'écriture, à la publication, la parole mise par écrit deviendra éternelle, mais ce sera sous la forme embaumée d'une momie. Des comparaisons ont encore été faites au sein même de l'oralité, entre une oralité formelle, celle qui est des actes réglés définis par des formes, et une oralité informelle, celle de la conversation, d'un échange de paroles, d'un simple mot lancé. Et les témoignages ne manquent pas de chercheurs qui ont dit ce qu'avait représenté pour une recherche un échange de paroles informel, imprévu. Et de cette valeur cognitive de l'oralité, nous avons tous fait l'expérience dans la banalité même d'une conversation ordinaire, et nous comprenons parfaitement ce que Goethe voulait dire quand, au terme d'une rencontre avec le grand philologue Wolff, il notait « Un jour d'entretien avec un tel homme valait une année d'études ». Dans une pesée comparée des mérites respectifs de l'oral et de l'écrit dans le monde scientifique, la balance penche résolument du côté du parler. Des avantages multiples lui sont reconnus qui se traduisent en termes d'économie, ça va vite, d'efficacité et d'énergie. Cela ne veut pas dire que l'oralité fonctionne toujours au mieux. Joue ici l'aptitude des personnes à communiquer, à dialoguer, et le facteur linguistique a pesé et continue de peser dans la babelle de la science. Reste qu'est demeurée une confiance tenace dans la parole pour transmettre et produire les connaissances, même si c'est en globish. Se pose alors la question d'usage plus particulièrement dévolue à l'oralité dans les opérations intellectuelles qui s'effectuent dans un monde où existe aussi l'écrit, l'imprimé. On peut penser que le développement de l'imprimé, en assurant avec succès la fonction mémoriale du savoir, a permis à l'oralité de jouer à plein. Par exemple, il est des rencontres scientifiques où il est interdit de lire un texte et de prendre des notes. Mais cela est possible parce que des papiers ont circulé à l'avance et que des comptes rendus sont donnés ensuite. Ainsi, les participants peuvent se livrer pleinement à l'échange oral sans avoir le souci de mémoriser, puisque c'est l'écrit qui ensuite mémorise. L'écrit et l'imprimé gardent la trace, transmettent le dépôt du savoir, cela est vrai. Mais cette remarque de valeur générale peut souffrir d'exceptions. Il est des cas où la fonction mémoriale est dévolue à l'oralité, où seule l'oralité peut assurer la transmission des connaissances et leur conservation, même si c'est pour un temps limité. Cela vaut dans tous les secteurs où la science marchant très vite, l'imprimé relativement lent ne pouvait pas suivre, du moins avant la révolution électronique qui a accéléré les procédures de soumission, d'impression et de diffusion. Reste que dans le monde du savoir, tout ne s'écrit pas. Volontairement, pour préserver un secret, ou encore parce que ce n'est qu'un moment provisoire d'une recherche, involontairement, en raison de l'impossibilité, ou pour le moins de la difficulté qu'il y a à transmettre par écrit certaines connaissances. C'est le cas de tout ce qui concerne des transferts de techniques. Ce qui ne s'écrit pas
c'est aussi une masse d'informations constitutives de la vie intellectuelle. Par exemple, des indications qui se donnent dans une conversation sur des travaux en cours, sur des projets en train de se faire, des commentaires qui se font sur une personne ou un livre. Autant de données, parfois à la limite du potin, autant de données que l'on ne trouvera jamais dans aucun livre ni article et qui pourtant ne sont pas sans incidence dans les processus de recherche, dans les stratégies intellectuelles et partant dans la production du savoir. Plus encore que sur la communication du savoir, c'est sur sa production et sur le rôle que joue l'oralité que j'assisterai à la faveur d'une situation très commune. L'acte de parole est un lieu d'invention du savoir quand, pour reprendre une expression de Kleist, l'idée vient en parlant, plus exactement en parlant à autrui, un autrui qui en sait moins. C'est ce que Pierre Bourdieu notait dans Choses dites, un recueil qui contient la transcription d'exposés, d'entretiens, de conférences et de communications. Bourdieu faisait état, je le cite, à côté des vertus irremplaçables de l'écrit, de sa propre expérience de locuteur, quant aux effets de la présence d'un auditeur et surtout d'un auditoire. Alors, notait-il, le résultat est plus que la simple transmission de connaissances acquises, mais par leur énonciation, ils portent à explicitation, à perfectionnement et en conséquence à la production d'un savoir nouveau. Dans la civilisation de l'imprimé, le monde intellectuel a non seulement beaucoup parlé, mais il a manifesté une confiance durable dans une oralité qu'il a investie d'une forte valeur cognitive. L'oralité n'a pas disparu avec l'apparition du livre, elle est demeurée vivante. Elle est aux mains des chercheurs un remarquable outil de travail quotidien. Ce constat n'emporte pas une dévalorisation du livre, en témoigne la masse des publications. Le règne de la parole coexiste donc avec la sacralité du livre qui demeure entière. Et je rappelle les hauts cris qui ont été poussés récemment en France quand, dans les mesures pour contenir la pandémie, les librairies ont été fermées, les livres n'ayant pas été déclarés biens de nécessité. Scripta manent porte le titre de la collection où Hablar comme un livre est paru. Oui, les écrits et avec eux, les livres demeurent. Et c'est à mieux. Verba volant dit la suite de l'expression. Au terme de ma présentation, je l'entendrai dans son sens le meilleur, celui de paroles zélées qui franchissent l'océan. Depuis Paris, où je suis en contact avec vous, grâce à ces moyens merveilleux que les ressources électroniques procurent, je parle. Et pourtant, cette oralité n'est pas tout à fait celle qui se serait produite si j'avais été parmi vous à Buenos Aires. J'aurais vu vos visages, des expressions d'interrogation, de perplexité et aussi, je l'espère, d'adhésion. Et en cela, sentant aussi l'impalpable d'une réunion, j'aurais nuancé ceci, précisé cela. Et surtout, j'aurais discuté avec vous dans cette relation que crée la parole, une relation personnelle, c'est-à-dire de personne à personne, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Madame Baquet. Muchas gracias por su exposición. Queremos agradecer muchísimo también al Instituto Francés y la Embajada de Francia y a la editorial Ampersand por haber hecho posible esta conferencia, y vamos a dar paso ahora a algunas preguntas. A ver, creo que Magdalena Arnoux. Sí. Escuchamos. Perfecto. Bonjour Madame Baquet, merci énormément. Vous m'entendez?
Allô? Vous m'entendez? Non? Pas bien. Ah, pas bien. Je ne sais pas comment faire. Là, maintenant, un peu mieux? C'est un peu mieux, oui, un peu mieux. Un peu mieux. Donc, j'essaie Ouais, de parfait, parfait, Ah, là, parfait, c'est parfait, parfait. parfait. Voilà. Alors, bon, d'abord, merci beaucoup. Et j'ai quelques questions si cela était possible. Alors, Oui, tout d'abord, peut-être en reprenant ce que vous avez dit à la fin de votre conférence, oui, oui. et compte tenu de la pandémie et comment les congrès se sont déroulés de manière virtuelle, Ah, je me demandais si, à votre avis, euh, euh, l'échange que la virtualité permet aura pour la ah, production je de vous entends plus. savoir. Là, vous m'entendez? Allô? Allô, là, vous m'entendez? Est-ce que Magdalena, tu là, peux vous poser la m'entendez? question et je la transcrirai par écrit. D'accord. Mais c'est bizarre parce que là, à un moment donné, on m'entendait, puis là, on ne Oui, m'entend mais plus. je viens d'avoir un message indiquant la connexion est instable. Ah, d'accord, d'accord. C'est peut-être cela. Mais, Alors non, tout simplement vous demander si vous pensez que les congrès déroulés de manière virtuelle auront les mêmes effets que les congrès en chair et en os, pour ainsi oui, dire. oui. Parce que là, nous sommes peu nombreux, mais peut-être, je ne sais pas si... Bon, je vous cède la parole, pardon. Non, non, c'est une question très, très intéressante. Au début de la pandémie, quand, par la force des choses, il a fallu pour des congrès ou même pour des séminaires passer par Zoom, Teams, etc., par ces congrès, ces formes virtuelles, il y a eu tout un enthousiasme au début. C'était merveilleux, ces nouvelles technologies nous rapprochaient, etc., etc. Très vite, la lassitude s'est instaurée. Et je dois dire qu'à l'heure actuelle, il y a en France beaucoup moins de congrès se déroulant ainsi et tout le monde espère vivement le retour au présentiel pour les colloques, pour les cours, pour les séminaires. Et pourquoi? C'est parce que dans les colloques, bien sûr, il y a la communication qui compte, l'exposé. Mais très souvent, on sait par expérience que la discussion est écourtée. Quand il y a une discussion, même s'il y a un peu plus de temps, c'est un ensemble questions-réponses et souvent ce n'est pas une véritable discussion. La véritable discussion, elle se fait ensuite en marge, au moment quand on va prendre un café, quand on va manger, etc. Donc, c'est tout à fait ce que pour revenir à lui, David Lodge disait dans son tout petit monde, où vraiment les colloques ne sont en quelque sorte qu'un moyen de réunir les gens et que le plus intéressant, eh bien, ça se passe hors des séances. Je dois dire que cela, si cela vaut pour les chercheurs, professeurs, enseignants, etc., cela aussi vaut pour les étudiants. J'ai souvent été frappée dans des colloques, mais aussi dans des séminaires, voir des étudiants qui n'osaient pas en séance poser une question, ou même que ce soit dans le colloque, que ce soit dans le séminaire, mais qui, une fois que la session ou l'exposé, enfin la session de séminaire était terminée, eh bien, venez vous voir et poser une question. Et là aussi, finalement, il y a une modalité qui, avec le virtuel, disparaît. Merci. Si je peux continuer ou si peut-être il y a Oui. je continue. Alors autre chose. Bon, vous montrez merveilleusement bien la présence, bien entendu, de l'oralité dans le monde universitaire, son incontestable valeur pour la production de savoir. Mais je me demandais si dans le monde universitaire il n'y a pas une rivalité encore et très forte entre l'écrit et l'oral. Je pensais par exemple au fait que pour les chercheurs en général, ce qu'on valorise le plus, c'est le nombre de publications. Je pensais également peut-être à cette idée que l'on entend peut-être encore, cette idée que peut-être un bon professeur, il fait une bonne performance, mais que c'est pas forcément parce qu'il enseigne bien et que ses cours sont intéressants, qu'il y a, au contraire, peut-être on hésite à penser qu'il y a au fond un savoir profond qui est transmis, etc. Et je pensais aussi aux papers qui exigent souvent ce ton un peu impersonnel, comme si justement le savoir ne se produisait pas
dans un échange entre personnes. C'est tout à fait intéressant. Là, il y a toute une série de sous-questions, si j'ose dire. Ce n'est pas parce que on parle, parce que la parole apporte des choses que l'écrit, l'imprimé, sont totalement négligés dans l'université et pas simplement quand on fait le compte ce que nous appelons en français par ce mot absolument horrible, des livrables, de quelque sorte. Bon. Les deux plans doivent être à mon sens distingués. Ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est que l'écrit se nourrit d'oral. L'écrit, en quelque sorte, comment dire, l'écrit d'un livre, l'écrit d'un article, souvent repose sur des masses de discussions et qui ne sont pas des grands discours. Hein. Des fois, c'est quelques mots qu'un collègue vous a dit quand vous lui avez dit que vous travaillez sur tel sujet. Le livre serait plus dans cette perspective, en quelque sorte, un acte final. En ce qui concerne l'impersonnalité des écrits, et plus particulièrement dans les publications, dans les articles en sciences dures, sciences de la vie, sciences de la matière, etc. Là, si vous voulez, il y a des normes qui ont été établies et qui, en quelque sorte, on écrit par exemple au passif. Hein, je n'ai pas mis 3 gouttes, 2, mais c'est 3 gouttes qui ont été mises, etc. On écrit au passif. Et en plus, il faut penser que ce n'est pas une écriture, disons, je peux dire personnelle, c'est souvent une écriture collective. Il n'y a pratiquement plus de papier, d'articles en sciences qui soient signés par un seul. Ce serait presque pas, à part des review papers, mais sinon ce serait des articles de recherche, ça ne serait pas sérieux, ce n'est pas possible. Et donc là, il y a une écriture tout à fait impersonnelle, mais ce qui ne veut pas dire que l'équipe qui est en dessous, qui produit l'article, eh bien cette équipe, elle a drôlement discuté, y compris pour écrire le papier. Voilà. Pardon, excusez-moi. Je me demandais aussi, parce que aussi bien votre conférence que votre livre m'ont éveillé plein de réflexions par rapport à la pratique universitaire. Vous avez mentionné le nombre de genres de l'oral, si vous voulez, non, oui. Le nombre de genres différents de l'oral. Et en même temps, je me demande si à l'université, tout comme à l'école secondaire, on prend le temps d'enseigner ces genres de l'oral avec le même intérêt, la même systématicité qu'on fait pour l'écrit. Et je me demandais si cela, excusez-moi, je vous fais plein de questions en même temps, mais si cela n'était pas une forme d'exclusion finalement, parce que finalement, tous ceux qui travaillent mieux l'oral sont ceux qui ont peut-être un savoir ou la possibilité de fréquenter certains lieux et donc de s'exprimer oralement un peu mieux. Non, finalement, c'est comme si on laisse aux gens le fait d'apprendre tout seul à s'exprimer oralement, et cela finalement crée des séparations entre des gens peut-être qui ont plus d'éléments et ceux qui en ont moins. C'est certain que, si on prend l'exemple de la France, il y a relativement peu de formation en la matière. Par exemple, moi je suis frappée de voir que l'on n'apprend pas à un étudiant un peu avancé, comment poser une question, par exemple, en colloque, comment réagir. Et cela différemment des États-Unis, où aux États-Unis, il y a là un apprentissage qui est fait de ces actes d'oralité. Comment présenter, poser une question en colloque. Parfois, alors, ils en posent peut-être un peu trop, là, c'est le contraire. Et aussi, par exemple, comment présenter un poster. Il y a toute une technique pour présenter un poster, une technique qu'il faut maîtriser si l'on veut faire une bonne performance, si l'on veut aussi attirer du public à son poster. Ça, c'est exact que peut-être ces genres oraux sont moins appris que des genres écrits. Ils s'apprennent sur le tas et ils s'apprennent souvent, et ça on peut s'en rendre compte, en voyant un peu ce qui plaît dans ce que les autres font, ce qui ne plaît pas, et les gens essaient de se faire une doctrine. Mais il y a
l'éducation, si on peut dire, la formation est extrêmement limitée encore de nos jours. Vous avez tout à fait raison. Et pour finir, je pense que votre livre va être extrêmement intéressant pour plein de chercheurs, au-delà des historiens, bien entendu. Et en particulier, je pensais à la critique génétique qui travaille la production des textes, qui travaille peut-être les textes littéraires ou autres à partir des brouillons. Et je me disais que justement, ce que vous dites est un apport très important parce que ça montre que ça n'est pas simplement les traces écrites que l'on doit observer, mais parfois aussi essayer de reconstruire ces échanges oraux qui ont un rôle, comme vous le signalez, très important. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ça me fait penser à quelque chose. Déjà un peu ancien. Dans les années, disons, 1980, on a commencé dans les colloques aussi à enregistrer non seulement la communication que faisait l'orateur, mais aussi ensuite les discussions. Et il y a eu un temps où, dans les actes de colloque, on publiait une sorte, soit un résumé des discussions, soit quelques extraits de ces discussions. À l'heure actuelle, ça a complètement disparu, du moins en France ou en Italie ou en Angleterre, des actes de colloque. Ces discussions ont entièrement disparu. Or là, il y avait aussi des éléments d'information extrêmement intéressants qui, par exemple, pouvaient aussi être utiles à l'orateur quand ensuite de la communication partant de la communication orale, il la mettait par écrit. Il y a des masses comme ça d'enregistrements. Par exemple, je sais qu'à l'école française de Rome, école pour l'histoire et l'archéologie, il y a des masses de bandes magnétiques. Est-ce qu'elles sont encore lisibles aujourd'hui? C'est la question que l'on peut se poser. Mais il est certain de penser à ce parcours oral qu'ont eu parfois des textes écrits à la fin. Oui, c'est tout à fait intéressant. Merci beaucoup, Madame Vaquet. Merci énormément. Hola. Hola. Mi pregunta en español. Sí. Sabemos que usted continuó trabajando sobre las variables que intervienen en la producción de conocimiento, en una historia emocional del saber, específicamente en torno a los factores afectivos que intervienen en este proceso. Quisiéramos saber un poco más sobre su nuevo libro, que entendemos ya está en imprenta, que trataría sobre las lecturas públicas de obras literarias. Si es así, ¿podría contarnos un poco más sobre esto, sobre su próximo trabajo? Traduit. Donc, nous savons que vous avez travaillé... Je crois avoir compris à peu près. Ah, d'accord. Oui. Je vais répondre directement. Si je comprends bien, j'ai été interrogée aussi bien sur mon histoire émotionnelle du savoir et aussi sur les lectures publiques, qui est un livre collectif qui actuellement est en cours d'impression. C'est exact. Voilà. En ce qui concerne l'histoire émotionnelle du savoir, ce que j'ai voulu montrer, c'est un peu une démarche un peu symétrique à celle de l'oralité. L'oralité, en général, n'est pas considérée quand on étudie, dans l'histoire des sciences, l'histoire des savoirs, l'histoire des universités. On considère uniquement les publications, les écrits. Pour l'histoire émotionnelle, quand on pense au monde savant, on le met immédiatement sous la bannière de la raison, comme si ce monde ne connaissait pas d'émotions, alors que les émotions font partie de la vie quotidienne, d'un chercheur. Serait-ce que quand quelque chose ne fonctionne pas, quand par exemple on est obligé de lire un livre où les notes sont des fois imprimées à la fin, au bout d'un moment on commence à s'agacer d'aller d'un endroit à l'autre. Naturellement, il y a toutes les
les problèmes des relations avec les collègues, les relations de carrière. Les carrières ne sont pas toutes droites, hein. Tout le monde a connu des échecs, et si ce n'est pas des échecs, des angoisses de candidats. Tout le monde aussi, tous les chercheurs ont eu des problèmes, par exemple, avec un éditeur, ne serait-ce que l'inquiétude quand on soumet le manuscrit, etc., et en attendant le résultat. Donc, si vous voulez, ce que j'ai voulu en faisant cette histoire émotionnelle, c'est montrer aussi que le chercheur n'est pas une sorte de robot, de machine à lire ou de machine à faire des manipulations, mais c'est aussi un être humain, et que ses réactions émotionnelles entrent aussi dans la production du savoir en termes tout à fait vraiment différents, par exemple de la concentration. Quelque chose ne marche pas, on s'agace un bon moment, et ensuite il faut un temps avant de reprendre sa concentration. En ce qui concerne l'ouvrage sur les lectures publiques d'œuvres littéraires, cet ouvrage-là qui va paraître est un ouvrage collectif que j'ai dirigé, que j'ai animé. Il regroupe des historiens de la littérature française, italienne, allemande, et aussi des ethnologues. La question que nous nous sommes posée était d'essayer d'explorer l'énorme succès qu'ont les lectures publiques d'œuvres littéraires aujourd'hui. Et nous nous sommes rendus compte que d'abord que ce succès n'est pas un succès, disons, contemporain, mais que des lectures publiques, il y en avait déjà, sans remonter à la haute antiquité, mais au XVIe, XVIIe siècle, il y avait déjà beaucoup de lectures publiques. Et ce que l'on a voulu montrer, c'est ce que ces lectures publiques, ensuite, qui ont des formes extrêmement variées, que ce soit par exemple l'auteur qui lise, que ce soit un comédien professionnel, que ce soit un amateur, que ces lectures se tiennent dans une bibliothèque, dans un musée, au sortir dans une exposition, dans une rue. À Venise, à l'heure actuelle, il en est qui se tiennent naturellement sur des gondoles. En Italie aussi, il y a une coopérative de supermarchés qui organise des lectures dans les supermarchés. Donc, il y a toute une série de formes. Naturellement, un auteur ne lit pas nécessairement de la même façon qu'un amateur. Il y a des auteurs qui pratiquent une lecture minimaliste, d'autres qui pratiquent une lecture plus théâtralisée, plus affective, peut-être dirait-on. Et ce qu'on a voulu voir, c'est qu'est-ce que ça faisait à la littérature. Grosso modo, à quoi ça sert. Alors, on se rend compte bien sûr que ça sert à la diffusion de la littérature vers des gens qui, parfois sont de gros lecteurs, parfois sont des gens qui sont en marge de la lecture. C'est très net pour la poésie. La poésie qui est un genre qui en France se vend mal. Les lectures de poésie ont un grand succès. Donc là, il y a une chose assez intéressante à noter. On s'est rendu compte aussi que pour des auteurs, la lecture peut être, pour certains, un moyen de mieux, en quelque sorte, explorer, si j'ose dire, leur propre pratique, leur propre art d'écrire, etc. Muchísimas gracias, François. Merci beaucoup, Madame Baquet, pour votre intervention. On vous demandera juste une recommandation de lecture. Le vamos a pedir una recomendación de algún libro que haya leído recientemente, como para cerrar su exposición, extremadamente generosa. Voilà, alors, le livre que je voudrais recommander, si je peux me le permettre, c'est un ouvrage, je ne sais pas si vous voyez, de Jean Rouault. Cet ouvrage s'appelle Kiosque et il est paru donc à Paris chez l'éditeur Grasset en 2019. Et pourquoi je recommande ce livre dont la lecture m'a vraiment beaucoup plu?
Je le recommande d'abord pour une première raison. C'est un ouvrage qui est un témoignage, quasiment presque un témoignage, on pourrait dire, historique, sur la vie, sur la vie des kiosquiers. Les kiosques sont ces petits édicules à Paris où se vendent les journaux et les magazines. Et c'est un monde qui, à l'heure actuelle, est en train de disparaître avec naturellement la crise de la presse. Or, dans ce livre, qui se situe dans les années 80, Jean Rouault raconte ce qu'un kiosquier voyait depuis son petit théâtre de marionnettes, en quelque sorte, voyait les acheteurs qui venaient, les conversations, le pittoresque qu'il y avait là. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je recommande ce livre, parce que c'est véritablement un peu une tranche de vie parisienne des années 1980. Et la deuxième raison pour laquelle je me permets de le recommander, c'est pour un autre aspect des choses qui est le parcours d'un auteur, le difficile parcours d'un auteur pour devenir justement un auteur. Et cet auteur, c'est Jean Rouault lui-même. Jean Rouault a été pendant 7 ans de sa vie kiosquier à mi-temps pour gagner un peu d'argent pour se consacrer à l'écriture. Et son parcours a été un parcours assez difficile, assez douloureux. En effet, son talent, son génie le portait plutôt au romanesque. Or, ce sont les années triomphantes du textualisme, pas d'auteur, pas d'histoire, pas de narration. Et Rouault raconte ses difficultés, finalement, ses inquiétudes. Est-ce qu'il deviendrait un jour auteur, véritablement auteur? Est-ce qu'il ne serait pas kiosquier toute sa vie? Et les deux histoires, en quelque sorte, la vie du kiosque et la vie du kiosquier auteur, s'entremêlent dans un récit qui parfois est extrêmement drôle. Il y a des scénettes très drôles qui sont racontées, très amusantes, et aussi, parfois, c'est très émouvant, c'est très poignant. Et tout cela est porté par une très belle écriture, une écriture dans un français très, très simple, mais très, très juste aussi. Voilà les raisons de mon choix. Merci. Podemos ver la portada. Est-ce que vous pouvez voir la couverture du livre? Vous la voyez? Oui. Bon. Merci. Muchas gracias, Madame Baquet. Muchísimas gracias a los asistentes. Estamos muy contentos de haber podido recibirla en estas condiciones tan excepcionales en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, en la Fiesta de la Lectura. Esperamos poder volver a verla en el lanzamiento de su próximo libro y que se traduzcan al español, porque son de muchísimo interés para nosotros. Muchas gracias al Instituto Francés, a la Embajada de Francia, a la editorial Ampersand, y bueno, nos vemos en YouTube. Muchas gracias. Et moi, merci beaucoup. Finalement, malgré les difficultés initiales, nous avons pu être en contact. Voilà, et je vous remercie beaucoup pour votre invitation.